Bonjour à tous. On va commencer. Un petit mot d'introduction et puis ensuite je passerai la parole à Céline qui présentera nos intervenants et puis le déroulé de la table ronde. Déjà, bienvenue à Scopiton pour ceux qu'on n'a pas pu voir ce matin. Un petit mot de contexte sur cette table ronde. Alors déjà, elle s'inscrit dans une série de 3 tables rondes qu'on a organisées aujourd'hui, qu'on a voulu autour des, on va dire, pas de lignes de tension, mais en tout cas de petits points de friction qu'il peut y avoir dans le domaine de l'art numérique, à savoir la question de l'écologie. Ça a été traité ce matin, la question de la parité, donc ça va être traité tout à l'heure, enfin maintenant, et la question de la conservation, qui sera traitée à 16h30 ici même. Voilà, donc cette table ronde, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'un cycle de réflexion, en tout cas d'événements, de table ronde qu'on organise depuis quelques années maintenant avec Céline ici présente, qui s'appelle Erreur 404. Il y a eu 4 itérations de ce format-là, dont 3 à Scopiton, c'est la troisième année qu'on met ça en place. Voilà, donc un cycle récurrent, on va dire, pour poser des questions, réfléchir sur des petits points de friction liés au milieu de l'art numérique. Voilà, j'en dis pas plus. Céline. Merci Martin. Alors comme le festival Scopiton est un festival éco-responsable, j'ai décidé de ne pas imprimer mes feuilles avec le déroulé et les questions. Donc c'est pour ça que j'ai l'ordinateur sur les genoux et que j'aurai la tête penchée de temps en temps pour lire ce que j'ai écrit. Donc en effet, comme disait Martin, on est aujourd'hui sur la 3e Erreur 404 du festival Scopiton et la 4e édition d'Erreur 404. À chaque fois, c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'animer ces tables rondes ici pendant le festival. Et puis, ça me donne l'occasion, moi qui suis marseillaise, de venir passer quelques jours à Nantes, qui est une ville que j'aime beaucoup. Et puis, le sujet qui a été choisi cette année m'intéresse évidemment au plus haut point, puisque on va se pencher sur une question qui m'apparaît comme essentielle, à savoir où sont les femmes, pour reprendre une chanson célèbre, en tout cas pour les gens de ma génération, et pendant laquelle en fait on va évoquer le fait que le monde de l'art en général et celui des arts numériques en particulier manque de parité. Je pense que c'est une découverte pour personne. Alors évidemment, concernant ce manque de parité, il n'existe pas de solution toute faite. Pour autant, c'est quand même un sujet qui mérite qu'on s'y penche et qu'on s'y repenche et qu'on s'y re-repenche. C'est des questions qu'il faut se poser collectivement, même si évidemment en 1h30, vous en doutez, on n'ira pas au bout du sujet. Alors chacune des personnes présentes que je vais présenter dans pas très longtemps prendra la parole à partir d'un point de vue personnel. On a choisi d'être dans une parole comme ça libre, et puis ils échangeront avec vous aussi à la fin. Ce ne sont ni les uns ni les autres des théoriciens ou des théoriciennes du genre, mais avec leur expérience, ça nous apportera un éclairage dont on pourra aussi discuter ensuite tous ensemble. Alors je vais vous les présenter de ce pas. Je vais commencer par la personne tout à ma gauche, à savoir Valérie Perrin. Valérie, tu es directrice depuis 12 ans de l'espace multimédia Gantner. Alors si jamais ce que je dis ne va pas, tu me reprends. Qui se trouve à Bouronne, qui est une petite localité qui est située très près de la ville de Belfort. Tu es une commissaire d'exposition reconnue dans le champ des arts numériques et tu constitues depuis quelques années pour ce centre d'art qui est l'espace Gantner une collection d'art numérique qui est unique en France. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Et en tant que directrice d'un lieu de création contemporaine, tu mets au cœur de ton travail, et en tout cas ça te tient à cœur, d'assumer cette responsabilité de prendre en charge des questions contemporaines. Quand on dirige un centre de création contemporaine, c'est quelque chose qui te semble complètement logique. Et en ce moment même, tu es en train de préparer, alors avec des petites problématiques logistiques, évidemment, quand on prépare une exposition, ta prochaine exposition qui s'intitule Cyborg et sorcière et dont tu vas nous parler pendant cette heure et demie. Oui. J'ai tout bon ? C'est parfait, je ne peux pas dire mieux, sauf que le titre de l'exposition, c'est Adali et Sowana, Cyborg et sorcière. J'expliquerai Okay. pourquoi après. Alors, à chaque fois, je te laisserai dire la première partie. Ça marche. D'accord ?
Emmanuelle Reynaud au centre. Tu es une artiste plurielle, auteure, plasticienne, performeuse, metteur en scène, scénographe, ce qui en termes de création se traduit en installation / environnement immersif, on va le dire comme ça, dans lequel les spectateurs sont plongés et qui sont également habités par des interprètes. Une pluralité qui, par l'intermédiaire de laquelle, et cette pluralité de tes créations, t'amène à traverser l'ensemble des disciplines artistiques du champ de l'art et de la culture ici, et qui t'amène aussi à beaucoup voyager, on le verra. J'ai tout bon aussi, ça va ? Oui, tout à fait, puis j'en reparlerai tout à l'heure. Parfait. Et Cédric Huchet, enfin, qui est un peu le régional de l'étape, on va le dire comme ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu es responsable de ce festival et en charge de la programmation plus spécifiquement sur la partie art numérique. Et c'est toi qui as choisi le sujet de cette Erreur 404. Tu pourras nous dire tout à l'heure la raison pour laquelle tu as choisi ce sujet. Pour commencer, je vais me tourner tout de suite immédiatement vers Emmanuelle, vers toi Emmanuelle, parce que alors la place des femmes, qui est le sujet de cette table ronde, tu l'abordes dans ta nouvelle création qui s'appelle Borrar leurs bordes. Non, c'est pas. Non, j'arrive pas à la dire. On va dire effacer les bords. Effacer les bords, d'accord. Le titre est en espagnol. À chaque fois, j'essaye de le dire en espagnol, mais j'y arrive jamais. Donc, tu en parleras peut-être de cette nouvelle création. En tout cas, tu peux le faire. Et ça te concerne aussi, évidemment, ce sujet de où sont les femmes, parce que à travers de ce que tu vis, toi, en tant que femme artiste qui évolue dans le milieu de l'art et du spectacle, on va dire depuis quelques années. Une petite question toute simple qui en amènerait peut-être une en creux. Alors je vais commencer par te poser 2 questions, puis peut-être qu'après je rebondirai pendant que tu parles. Est-ce que c'est plus compliqué pour une femme artiste ou pour les femmes artistes de mener à bien leur travail ? Et donc la question en creux, mais là pour le coup qui est un peu plus complexe, qui est est-ce qu'il y a une spécificité féminine de l'artiste ? Mais en tout cas, c'est plus compliqué pour une femme artiste en France ? Alors, n'ayant jamais été homme artiste, effectivement, j'ai du mal à faire la différence entre les deux. Oui, en tout cas en France, je crois que je vais revenir un petit peu sur mon parcours parce que effectivement, ma position en tant que femme artiste, pour moi, elle est très liée à mon parcours professionnel. Donc, j'ai vécu essentiellement ma vie professionnelle à l'étranger, particulièrement, en dehors de l'Italie et de l'Allemagne, à l'extérieur de l'Europe, en Argentine et au Brésil. Et j'ai été très frappée, en fait, en revenant en France, d'un énorme conservatisme en ce qui concerne la place des artistes femmes. Et je crois que ça touche justement une question qui est vraiment passionnante, qui est que dans ces pays, donc, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, la place des femmes s'est construite à travers la lutte politique, donc des pays qui sont sortis de la dictature dans les années 80, en gros, et où la place des femmes s'est construite conjointement avec principalement les luttes LGBT intersexuelles, mais également avec les luttes des personnes racialisées, stigmatisées, exclues. Et donc, on va dire que cette structuration politique a fait que, naturellement, au sortir de la démocratie, la place des femmes s'est imposée à la fois dans des postes de direction et en visibilité au niveau de la pratique artistique. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, est-ce que c'est plus difficile d'être une femme artiste ? Plus complexe. En tout cas, c'est complexe, c'est certain. Et oui, j'ai la sensation qu'on vit en France une situation, oui, un peu ringarde, quoi, très conservatrice, où il est difficile de faire entendre des formes de différence de façon large. Voilà. Concrètement, c'est quelque chose que tu ressens, si ce n'est quotidiennement, en tout cas dans ton parcours, dans ta démarche, avec tout ce que ça veut dire aussi quand on est un artiste d'assumer ou de mener une démarche artistique. C'est quelque chose que tu ressens quotidiennement ?
Alors moins maintenant, mais je l'ai ressenti beaucoup en revenant en France, et notamment à travers une question qui se pose en creux, qui est la question de la légitimité en fait. Et donc, légitimité dans les étiquettes, dans la revendication des étiquettes et des appartenances, ce qui pousse aussi beaucoup à des multiples communautarismes, en fait. Et c'est-à-dire comme si, pour arriver à avoir de la place, il fallait trouver une spécificité vraiment très très pointue. Donc j'ai l'impression que voilà, qu'il y a vraiment quelque chose en jeu aujourd'hui de l'ordre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en préparant cette table ronde de l'ouverture à des multicentres, de passer, on en parlera plus tard, de la pyramide à l'horizontalité, etc., qui fait que la question du féminin et de l'artiste, de la parole, en tout cas de la spécificité de la pratique artistique féminine, elle se pose certainement autrement et elle se pose avec des enjeux sociaux et politiques majeurs. Mais est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a une spécificité de l'artiste femme aujourd'hui ? Alors, toi, tu l'as dit, on n'est pas, aucun d'entre nous n'est théoricien. Donc, voilà, moi, je parle du petit bout de ma lorgnette. La sensation que j'ai, c'est qu'il y a effectivement une façon d'envisager de la simultanéité perceptive, de construire une pensée en réseau et en horizontalité et interconnectée, et d'une façon générale, de pas dissocier la pratique artistique et la pensée politique. Alors, donc Emmanuel a commencé un peu à tracer des bases et des fils à tirer sur ce sujet-là. Je prends aussi une position en posant la question suivante, qui est de se questionner autour de l'invisibilisation des femmes dans l'art, dans tous les domaines. Hein. Je pense qu'on le constate assez généralement. On va en parler. Bon, évidemment, pour autant, des domaines commencent à évoluer. Je voulais passer la parole en fait à Cédric, qui a choisi cette thématique pour cette table ronde. Alors Cédric, pourquoi avoir particulièrement cette année choisi ce sujet pour cette erreur 404 ? Déjà pour être bien entouré. Si c'est pas un peu misogyne de dire ça. C'est bien, ça lance ça place le discours. Non, moi j'avais dit que je prenais position aussi. Hein, mais... Pour une raison très simple, c'est que depuis quelques années, au sein du Festival Scopitone, il y a un volet sur lequel on peut peut-être considérer très modestement qu'on n'est pas trop mauvais élève. C'est celui des musiques électroniques, j'en parlerai tout à l'heure rapidement. Et puis il y a un autre point sur lequel cette année on est vraiment à la ramasse totale, c'est celui des arts numériques, quand on évoque le sujet de la parité. Et on s'est dit, c'est facile d'organiser des tables rondes pour s'auto-congratuler ou s'auto-féliciter et dire que tout ce qu'on fait, c'est super. Et c'est ce même petit ras-le-bol que nous avions ensemble qui nous avait poussé à concevoir ce cycle d'erreurs 404 qui allait parler de nos échecs ou des erreurs ou des fatalités ou des pieds pris dans le tapis, ce qui nous arrive aussi souvent, mais on en parle trop peu. Et là, on s'est dit, dans un sujet éminemment actuel, c'était peut-être intéressant de choisir le bâton pour se faire battre et de dire, oui, parlons de ça, alors qu'on ne l'a pas suivi, on ne l'a pas fait, ou on l'a pas, on n'y a peut-être aussi pas fait aussi attention. Sur le sujet des musiques électroniques, depuis quelques années, il y a de plus en plus de femmes qui sont représentées dans le festival. L'année dernière, on était à une parité parfaite. Cette année, on est à peu près sur tout ce qui est de l'ordre des spectacles, live, DJ set, etc., à 60% de femmes présentes dans la programmation. Donc, on peut toujours s'en féliciter ou pas. Mais sur les installations, il y a 18 artistes de présence cette année et tout cumulé, y compris les duos masculins-féminins, il y a 5 femmes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui met vraiment, là pour le coup, le doigt là où ça fait mal. Donc, c'est pas l'assumer, mais en tout cas, c'est de dire, parlons-en, et puis si on doit en retirer quelque chose, on est peut-être, pour le coup, les mieux placés pour prendre ou échanger.
concernant les arts numériques, on y reviendra, mais concernant les musiques électroniques, donc tu disais qu'il y avait une évolution où l'année dernière la programmation était paritaire sur le homme-femme, que cette année il y a plus de femmes que d'hommes, c'est ça? C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux choses. Il y a le domaine des musiques électroniques est beaucoup plus structuré, professionnalisé. Et la prise de conscience a sans doute a pris un peu plus d'avance que dans d'autres secteurs. Et c'est aussi sur ce terrain-là ou ce champ-là que les artistes ont souvent eu des prises de position, des formes de militantisme, ce que tu évoquais tout à l'heure aussi par rapport à ton expérience en Amérique du Sud, ont pris des paroles très marquées sur le sujet LGBT, mouvement queer, etc. Et donc ça fait sans doute un peu plus de temps que les choses évoluent dans le secteur de musique actuelle, que tout le monde, de musique électronique en général ou en particulier, et que tous les acteurs professionnels, festivals, organisateurs, tourneurs, agents, artistes, sont sensibilisés. Et sans doute aussi, on essaie d'avoir une attention soutenue à ces courants, ces évolutions, ces tendances ou ces objectifs à atteindre. Que nous ne faisons pas pour autant, que nous ne transformons pas pour autant en argument de vente ou en acte militant, promotionnel. Venez, c'est super. C'est vaguement glissé dans quelques notes, dans quelques supports médiatiques, mais c'est pas titré dans l'édito. Et on ne veut pas en retirer une fierté qui n'a pas lieu d'être. Sur le champ des arts numériques, il y a, de mon point de vue, un décalage ou un retard certain. Il y a sans doute aussi beaucoup plus de difficultés pour les femmes dans ce secteur comparé à celui de la musique. Et j'espère n'attribuer ça qu'à un retard, ce décalage qu'on peut constater entre ces deux disciplines. Mais en tout cas, il est certain et il va peut-être aussi mettre un peu plus de temps que ce qu'on voit arriver depuis les 4, 5, 6 dernières années dans le champ de la musique électronique. Alors, je vais quand même rester encore un petit peu sur le sujet des musiques électroniques, parce que quand on parle de discipline artistique, il y a à la fois en effet les artistes, mais il y a aussi ceux qui les programment. Je ne crois pas que dans le milieu, et notamment des festivals programmant des musiques électroniques, il y ait beaucoup de femmes parmi les programmateurs. Est-ce que c'est aussi une des explications ou un début d'explication avec le point suivant qui est cette prise de conscience, est-ce qu'elle s'est un peu généralisée? C'en est une, forcément, à quel degré, je ne sais pas, mais c'en est une. Et tu fais bien de le citer parce qu'on aurait tendance à parler uniquement des artistes. Et effectivement, il conviendrait vraiment de se pencher aussi sur la situation un peu moins visible des structures, des organisateurs, des festivals, des producteurs, dont la représentation est aujourd'hui encore très masculine. Et même quand on a dit ça, si tant est qu'il y ait une parité à obtenir ou qu'elle existe, et elle n'existe pas évidemment, se pose encore le problème de quelle typologie ou quelle ampleur ou quelle dimension de responsabilité, de poste, de financement, de budget sont pour les femmes et les hommes. Et là, il y a des écarts que révèle le Haut Comité à l'égalité des hommes et des femmes et des hommes, je ne sais pas dans quel sens on le dit, mais qui révèle qu'effectivement le problème, il est aussi, évidemment, on le sait bien, dans la rémunération, dans les tailles de structure, dans l'importance des centres culturels, des centres de chorégraphie, des centres d'art dramatique. Les femmes arrivent progressivement à obtenir quelques postes de dirigeants dans ces structures-là, mais c'est majoritairement dans des petites structures. Donc voilà, on est loin d'avoir atteint, si tant est qu'il y a un objectif, en tout cas une forme d'égalité. Valérie, sur ce sujet de la parité dans d'autres disciplines que le sujet des arts numériques, que ce soit en termes de responsables ou d'artistes, il y a certains domaines artistiques dans lesquels tu as vu aussi quand même des formes d'évolution, ou en tout cas des manières de révélation de la place des femmes dans ce secteur-là. Alors moi, contrairement à Cédric, j'ai plus de mal à l'Espace Contenant. On a une petite programmation de musique électronique, plus expérimentale et noise.
Et moi, j'ai beaucoup plus de mal de trouver, alors c'est un travail que je commence vraiment à faire avec d'autres, de femmes qui font ce style de musique. Et par contre, dans les arts numériques, il y a vraiment une prise de conscience, hein, on pourra en reparler, où maintenant, il y a un réseau qui est un peu établi, où on arrive à mettre sur le devant dans les expositions, dans les commissaires d'exposition, pas mal de femmes artistes et de femmes commissaires d'exposition. Après, c'est vrai que on a donc une collection d'œuvres d'art numériques et on a une 60aine d'œuvres. Donc c'est une collection qui est unique en France parce qu'on a des œuvres vraiment génératives. C'est pas de la vidéo. Il n'y a pas que de la vidéo, loin de là. Et à mon grand dame, il y a une 60aine d'œuvres et il y a 16-17 artistes femmes. Sans compter les duos. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a interpellée, qui me pose toujours question. Alors c'est vrai que les dernières acquisitions, très naturellement, puisque je commence à faire ce travail, en fait c'est un travail de programmation. Je pense que tout programmateur, à un moment, par rapport à des artistes qu'on cherche, on essaye de trouver les bons réseaux. C'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'il y aura peut-être aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais c'est vrai que là... C'est-à-dire, ça veut dire en tant que commissaire, tu trouves que repérer des artistes femmes, c'est plus compliqué, Ça l'a été parce que c'est vraiment la question de la visibilité. Si on va dans des expositions où il y a essentiellement des artistes masculins qui sont montrés, forcément, on va pas avoir d'idées parce que on fonctionne tous un peu comme ça. C'est en allant dans les concerts, c'est en allant voir des expositions qu'on va être aussi inspiré, on va découvrir des artistes. Et s'il y a une majorité d'hommes qui est présentée, on va avoir plus de difficultés de trouver des femmes. Et donc, il y a un travail qui est à faire qui est différent. Enfin, voilà, c'est vraiment... en discutant là, pour moi, c'est assez clair maintenant. Emmanuel, tu voulais rebondir ? Ouais. Oui, je voulais rebondir parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est une double problématique, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui est effectivement celle donc, de la visibilité on va dire, dans les festivals, les lieux de monstration, etc., des œuvres. Donc, je parle des arts numériques, d'ailleurs des œuvres en général, donc des femmes. Mais il y a aussi peut-être le travail, je crois que tu veux en parler aussi plus tard, Céline, en amont de repérage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier uniquement à ce qui est déjà visible, mais comment faire pour arriver à repérer en amont d'autres écritures, d'autres artistes, et ne pas se cantonner à ce qui est déjà visible. Alors toi qui en plus as la chance de par ton travail de traverser en fait les différentes disciplines, et notamment je pense à un secteur qui est le secteur de ce qu'on appelle le spectacle vivant, à savoir théâtre, cirque, art de la rue. Est-ce que c'est un phénomène qui te semble, là encore on est sur ton point de vue, être à peu près équivalent? Est-ce que déjà dans le secteur du spectacle vivant, il y a plus de programmatrices ou de directrices femmes, ou là aussi on est face à un énorme problème de parité? Cédric parlait de cette étude sur l'égalité homme-femme qui a pointé ce problème. Oui, c'est évident. D'ailleurs, je me suis amusée dans l'étude à compter le nombre de dirigeantes et de dirigeants. Donc oui, c'est net qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et donc, alors, la question est double. Il y a à la fois les programmateurs. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a les constructions en amont des projets, en fait. Donc, comment est-ce qu'on leur trouve des lieux d'écriture, de production, etc., qui leur permettent ensuite d'être visibles à d'autres. En fait, c'est ce chemin-là qui est difficilement fléché, que je trouve que finalement, dans le domaine des arts numériques, je trouve que c'est plutôt un secteur à la pointe de ce genre de questions. Dans les arts vivants, enfin dans le spectacle vivant, bon alors qui est là aussi c'est un gros gloubi-boulga parce qu'il y a un peu de tout dedans. C'est clair que dans le domaine de la danse, on a quand même énormément de compagnies. Là, je reviens aux artistes. On a énormément de compagnies qui sont dirigées par des femmes, donc des chorégraphes. Maintenant, en tant que directeur, directrice de centres chorégraphiques nationaux, regardez, vous verrez qu'il y a majorité d'hommes.
Même chose dans les projets aidés de la DRAC, je me suis amusée à regarder. Il y a une majorité de projets aidés qui sont des projets déjà visibles d'ailleurs, et une majorité de projets d'hommes. Voilà, bon, ça c'est un constat en fait. Donc, bon, en dehors de ce constat-là, il me semble qu'il y a question, est-ce qu'il n'y a pas un vrai enjeu à justement là je parle du point de vue de l'artiste et pas uniquement, pas du programmateur parce que je ne suis pas, de construire ou d'imaginer d'autres cheminements et d'autres parcours de visibilité de telle façon à repérer quoi. Mais quand on est un artiste, justement, ou quand on est justement une artiste, pour un peu contrer cette question de l'invisibilisation réelle ou supposée des femmes dans le monde de l'art et de la culture, est-ce que parfois on peut être amené, ou en tout cas, est-ce que toi ça a été le cas, à se contraindre de créer de façon à pouvoir aussi être un peu plus visible, repérable, entendable? Alors pas malheureusement d'ailleurs, je pense que ça aurait été mieux pour moi et pour ma compagnie. Non, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Par contre, c'est évident et on le sait tous, il y a des artistes dans cette salle donc ils le savent tous. Il est évident que quand on construit les fameux dossiers multiples qui nous permettent soit de trouver de l'argent, de communiquer ou de trouver des partenaires, etc., il y a une espèce de langage politiquement correct qui est extrêmement difficile, auquel il est extrêmement difficile d'échapper. C'est-à-dire avec un ensemble de... Alors, je ne te dis pas les thèmes sur lesquels qui sont choisis, tu vois, mais une façon de présenter le projet. Alors justement, ça me permet d'un peu de rebondir et puis d'aller aussi sur cette question de l'invisibilisation, ou en tout cas de la parité dans le champ des arts numériques un peu plus spécifique. Vous avez commencé déjà à en parler, mais d'aller un peu plus au fond. Donc en effet, Cédric, tu disais il y a un problème de parité. Est-ce qu'il y a peu d'artistes femmes? Finalement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plus d'artistes hommes ou d'artistes femmes dans les arts numériques? En tout cas, la question du genre est quand même assez peu abordée dans les œuvres ou dans les expositions. Valérie, tu as tout à fait le droit de t'inscrire en faux, et d'ailleurs on va en rediscuter. Parce que en effet il y a des artistes qui font de la résistance. Justement, tu as commencé à l'aborder à l'espace Gantner, donc. En voyant la collection, tu t'aperçois que voilà, il y a très peu de femmes sur les 60 œuvres. Donc proposer ce commissariat donc à Cécile Babiol, qui est une des artistes d'art numérique qui justement essaye de poser ce sujet. Tu vas nous en parler avec cette expo donc qui s'appelle donc Adali et Sowana, cyborg et sorcière. Alors le point de départ de l'exposition, alors c'est pas très loin d'ici, enfin moi qui viens de l'Est, c'est pas très loin. J'ai vu une exposition sur L'Ave future de Yali Dadon à Saint-Brieuc. Et c'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps, il y a 20 ans, 30 ans, je sais plus. Et c'était une très belle exposition, mais c'était pas du tout mon imaginaire du livre. Et donc je me suis mise à relire ce livre 30 ans plus tard, et j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Bon, la langue n'est pas simple, c'est hyper misogyne, enfin voilà, la vision de la femme est catastrophique. Mais c'est une autre époque, certes. Et du coup, je me suis dit, moi, j'aimerais bien faire que ce soit un sujet d'exposition et de parler de la femme, puisque pour situer ce livre, L'Ave future, c'est un livre du 19e siècle, et c'est la première fois qu'on voit qu'apparaît le mot d'androïde. C'est l'androïde. Et donc c'est une femme, l'imaginaire d'une femme robot. Et je dis, moi, il y a quelque chose à interroger.
Et bon, moi, je n'étais pas en capacité de me saisir de ce sujet-là. Et je me suis dit, mais qui a cet intérêt pour les technologies, qui se pose des questions par rapport au genre, à la femme. Et évidemment, c'est quelqu'un avec qui on travaille régulièrement, l'Espace Gantner, Cécile Babiol, et qu'on avait accueilli pour une résidence avec son projet Robert Larousse, Wikifemia, où elle travaille justement... Alors, Robert Larousse, elles font tout un travail de lecture de texte en française dans la texte, ou pas le latex, la texte, ou comment dire, l'idée c'est vraiment de féminiser, mais pas de féminiser n'importe comment le mot, les noms. Il y a tout un travail qui est fait avec un algorithme et une réflexion par rapport à l'impact que ça peut avoir d'entendre des textes qui sont lus en la française. Et donc il y avait tout ce travail sur la littérature, sur le genre, qui est défendu avec Robert Larousse. Et le projet qui prolonge cette réflexion, c'est Wikifemia. Donc c'est c'est vraiment l'union de Wikipédia avec ce projet de Robert Larousse, où là il y a tout un travail de visibilité qui est fait des femmes qui ont été oubliées dans l'histoire. Et donc voilà, à ce moment-là, j'avais déjà dans l'idée de cette exposition de la future. Et Cécile était la personne vraiment parfaite pour moi pour s'emparer de ce texte. Et pour moi, la surprise, parce que je m'attendais plus à la pensée à la cyborg, à Donna Haraway, ça c'était évident. Mais j'avais complètement occulté, c'est le cas de le dire, l'aspect sorcière, qui en ce moment revient sur le devant de la scène. Et du coup, dans Adali et Sowana, cyborg et sorcière, voilà, il n'y a pas que des femmes dans cette exposition, il y a quelques hommes. Et c'est vraiment comment on interroge la technologie, comment les femmes interrogent la technologie, comment le retour aussi à ce qu'on peut appeler la sorcellerie, le devenir sorcière est présent. Et voilà, l'idée avec cette exposition, le fait de soutenir aussi, il y a la Beaumédia aussi à Orléans qui soutient Robert Larousse. Pour nous, alors je rappelle qu'on est dans un village de 1500 habitants. Il y a tout un travail pour moi qui est important d'interrogation, d'éducation par le biais de l'art qui se fait, et pas de façon ultra pédagogique, c'est vraiment d'être en contact avec les œuvres. Et voilà, pour moi, c'était important de ne pas juste donner la part belle aux femmes en leur disant de venir, en les programmant, mais c'est aussi d'inviter le public à interroger ces questions-là actuellement. Cédric, en tant que programmateur, donc c'est un fait que tu peux faire le constat qu'il y a un problème sur la place des femmes artistes dans les arts numériques. Pourquoi aussi, selon toi, en préparant cette table ronde, tu disais, on pardonne plus aux artistes hommes, on exige plus des artistes femmes? Ouais, je crois que c'est... je ne sais pas si c'est mon point de vue unique et personnel, mais je pense que c'est une réalité. On tolère beaucoup plus de choses sur le champ de l'appréciation de la qualité d'une œuvre ou de sa pertinence, ou de son intérêt. Je suis assez convaincu qu'on passe beaucoup de choses aux hommes et beaucoup moins aux femmes. Il faut carrément que les femmes justifient leur travail quand elles arrivent dans un événement, dans un festival, dans une collection. Alors, ce que je dis est peut-être un tout petit peu caricaturé. Les choses évoluent heureusement, mais dès lors en fait, j'évoque à un moment, enfin, on en parlait en off, mais que je me dis, mais il faudrait arrêter de signer en fait les œuvres à un moment avant de les découvrir, pour arrêter d'avoir en tête ce problème qui ne devrait pas en être un, ou qui ne devrait pas avoir lieu, et qui devrait tantôt nous amener peut-être à avoir plus d'hommes, tantôt plus de femmes, quelque part, peu importe en fait. Le fait est qu'on se pose la question et que ça nous triture un peu le cerveau parce qu'on n'y arrive pas ou pas bien, et on est obligé à un moment de se dire pourquoi ça marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais quand c'est posé comme un postulat de départ qui est imposé à quelque chose qui n'est pas naturel, tant que c'est ça, ça ne marchera pas, enfin, pas bien. Et effectivement, les œuvres où les femmes dans ce champ-là, elles sont moins visibles, moins présentes, peut-être pas, je ne sais pas trop, mais moins visibles, ou en tout cas moins mises en avant, moins
moins excusé de quelque chose qu'on ne va pas considérer comme étant la pièce maîtresse, la proposition qui va rester l'emblème iconographique d'une édition ou d'un commissariat. Le chemin est plus dur, hein, vraiment. Emmanuel, tu voulais rebondir sur cette question des femmes, où sont les femmes dans les arts numériques? C'est-à-dire que c'est une question inévitable dans le sens où tu disais peu importe, mais ça c'est un point de vue masculin, c'est-à-dire c'est un point de vue justement depuis le masculin et pour les artistes hommes, hein, c'est-à-dire des artistes qui sont majoritairement présents. Donc non, on ne peut pas éviter ce questionnement-là et d'imaginer des différentes stratégies pour pouvoir remédier à cette forme d'invisibilisation. Maintenant, on a évoqué en off justement la question de la parité. Hein, voilà. Donc en se demandant, mais alors, donc est-ce que c'est la question des quotas qui va résoudre l'invisibilisation des femmes, hein, donc question des quotas qui ne peut pas être réduite d'ailleurs à la seule question féminine, puisque elle doit prendre en compte toutes les personnes en minorité, quoi. Je parle évidemment LGBTI, personnes racialisées, etc. Et aussi personnes en situation d'exclusion, je pense au quartier, notamment. Voilà. Mais en même temps, on se disait en off, c'est quand même une pensée et un système qui a été créé il y a maintenant 50 ans aux États-Unis, donc dans un contexte social et politique différent du nôtre. Moi, je n'ai pas de solution, je ne sais pas quoi inventer. Peut-être vous en avez, et, très bien, on va les partager ensemble tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est à la fois une tentation, c'est-à-dire on se dit, OK, bon, il y a ce constat, donc mettons des quotas de telle façon à ce que tout le monde soit visible. Mais est-ce que c'est la solution ? J'ai des doutes là-dessus. Je pense que voilà, il y a du travail en amont. On parlait du repérage tout à l'heure. On a parlé de l'éducation aussi. Et puis, peut-être une réflexion qui doit être engagée par les programmateurs, les directeurs d'institutions, une réflexion profonde et visible aussi, là, pour le coup, et entendable et partageable par tous. Alors, une réflexion, voire même peut-être mettre en œuvre des actes un peu concrets, parce que donc, quand on parle d'art numérique, on parle aussi évidemment de technologie, et donc autour de l'histoire des technologies, il y a un acte concret sur mettre en lumière la place des femmes dans l'histoire et le devenir des technologies. C'est cette exposition qui s'est tenue à Paris au printemps à la Gaîté Lyrique. Une exposition qui selon moi, fera date, dont le commissariat a été assuré par Marie Lechner, Computer Girl. Le fait à travers cette exposition, de mettre en lumière en fait la place des femmes, à l'inverse, rend tout à fait édifiant à quel point ça n'a pas été le cas jusqu'alors de cette place des femmes dans l'histoire des technologies. Valérie ? Oui, clairement. Alors, il y avait aussi Inke Arns dans le commissariat de l'exposition Computer Girls, il ne faut pas l'oublier, donc c'est le côté germanique de la chose. Et c'est vrai que ce dont on se rend compte dans cette exposition par rapport à l'histoire de la femme, dans la place de la femme dans l'informatique, c'est vraiment que, bon, tout le monde connaît Ada Lovelace. Tout le monde connaît Ada Lovelace, qui était C'est même pas sûr. C'est même pas sûr Ouais. que tout le monde connaisse Ada Lovelace. Est-ce que vous connaissez Ada Lovelace ? Oui. Bon, ça va. Non. Mais sinon, c'est la femme... En fait, l'idée d'ordinateur vient vraiment d'elle. Alors, c'était pareil, c'est au 19e siècle. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout... On n'était pas du tout là, mais elle avait imaginé avec Charles Babbage une façon de faire des opérations de façon plus efficace et plus rapide, et des opérations complexes.
Et il n'y avait pas que pour elle, il n'y avait pas que l'idée du calcul, il y avait déjà dans son esprit l'idée de faire la même chose avec des images, avec de la musique, avec des textes. Et c'est vraiment l'idée de l'ordinateur tel qu'on le conçoit maintenant, mais au 19e siècle, on était très loin. On parle aussi souvent d'Eddie Lamar, qui est cette femme autrichienne qui s'est exilée aux États-Unis et qui a à la fois une assez belle carrière à Hollywood, et qui est la personne qui a donné naissance au Bluetooth, à tout ce qui est Wi-Fi. Donc il y a plein de femmes comme ça qui jalonnent l'histoire. Je pourrais aussi parler de Grace Hopper, qui est la première femme qui s'est dit, à l'époque, donc dans les années 50, quand on faisait de l'informatique, c'était des suites 45 ans, c'est des suites de chiffres. Donc ainsi, ce serait peut-être quand même plus intuitif d'avoir plutôt affaire à des mots. Et elle a imaginé un langage qui s'est appelé le langage COBOL. Et plus récemment, puisqu'on est en 2019 et qu'on a célébré le premier pas de l'homme sur la Lune, à ce moment-là, maintenant on sait que le code qui a permis à la mission Apollo 11 d'aller sur la Lune a été créé par une femme, mais il y a quelques années, on ne le savait pas du tout. Donc il y a tout un travail qui est en train de se faire, et Computer Girls participe vraiment à ça, de nous rappeler simplement que l'histoire de l'informatique, c'est aussi une histoire de femmes. Je parle pas non plus des premières au départ de l'informatique. Ce sont des femmes qui codent, qui font des choses, parce qu'elles avaient cette dextérité. Après, on les a rangées vraiment dans le secrétariat. Mais et puis aussi ce qu'on oublie. Alors je sais plus si c'était dans Computer Girls, mais c'était une discussion que j'avais avec Marie Lechner. C'est au départ le mot ordinateur, c'est IBM qui demande à un philologue dont j'ai oublié le nom, Jacques Perret, de trouver un nom pour ce nouveau outil, ce nouvel instrument. Et lui, il explique que ce serait bien que ce soit ordinatrice. Alors c'est quelque chose même quand vous recherchez maintenant sur Internet, c'est pas évident, parce qu'on voit tout de suite qu'il a donné le nom d'ordinateur. Mais lui, au départ, il préférait ordinatrice, que dans ordinateur, il y avait une dimension religieuse qui le gênait un peu. Et ordinatrice, c'était vraiment le nom qui collait parfaitement à ce nouvel instrument, sauf qu'IBM a préféré ordinateur. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans l'histoire de l'informatique, où la femme a une place prépondérante, créatrice, et qui sont oubliées. Cette révélation et peut-être que cette histoire des technologies qui fait sa révolution, est-ce que c'est aussi le cas dans l'histoire de l'art? Est-ce que l'histoire de l'art serait capable de faire aussi sa révolution en révélant aussi la place des femmes dans le... Ouais, il y a tout le mouvement des cyberféministes dans les années 70, dans les années 90, où, si je ne me trompe pas, c'est le clitoris, c'était le lien direct avec la matrice, hein, il ne faut pas l'oublier. Il y a pas mal de choses. Bon, dans le rock, il y avait les Riot Girls, il y a le punk qui a fait bouger des choses, et c'est pareil, on en parlait à midi. Smell Like Teen Spirits, tout le monde connaît cette chanson, mais personne ne sait que le titre a été trouvé vient de Kathleen Hanna, qui était la chanteuse, leaduse des Bikini Kills. Il y a plein de choses. Dans l'histoire de l'art populaire et de la grande histoire de l'art, il y a pas mal de choses qui sont en œuvre. La révolution de cyberféminisme, même si c'est vraiment quelque chose qui a marqué les années 90, parce que à ce moment-là, dans Internet, c'était un nouvel espace pour les contre-cultures où il y avait énormément de liberté. On ne parlait pas encore des GAFA. Et il y avait vraiment il y a des femmes qui sont vraiment emparées de cet outil-là. Et voilà, après, ça a été perverti. Mais actuellement, Cornelia Solfrank, qui est une artiste allemande qui était déjà... Parce que les cyberféministes, il y avait les américaines et puis les allemandes qui étaient déjà actives dans les années 90, revient vraiment avec un projet qui s'appelle Purple Noise, où là, pour l'idée pour elle, c'est de faire plus de bruit sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a des moments très forts où c'est d'hyperactivité, et après c'est perverti, mais ça revient.
mais tout est encore à faire. Tout est encore à faire. Emmanuel, tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Valérie? Non, j'écoutais attentivement. Intéressant. Donc, Cédric, tu as commencé à l'évoquer et on a entendu avec ce que nous a dit Valérie autour de l'histoire de l'informatique qui va permettre de révéler en fait la place des femmes. Emmanuel en a parlé, la politique des quotas peut sembler nécessaire. Pourtant, toi, tu dis peut-être qu'elle serait contre-productive. Ouais, alors je pense que les quotas dont sont friands outre-Atlantique, par exemple, les Américains, nous font souvent peur. En tout cas, dans le champ de la culture, on a souvent lutté contre ça sur d'autres sujets. Et effectivement, je pense que, enfin, malheureusement, j'ai pas d'autre solution en fait. Donc, je suis un peu coincé dans ce que je vais dire, mais je pense que c'est pas la bonne solution. Je vais raconter une expérience très concrète et assez récente. On a organisé pendant 3 ans des journées qui s'appelaient les journées du code créatif, qui sont des mini-temps forts sur 2-3 jours. Autour du code créatif, on a mis à l'honneur la première édition Processing, Pure Data, ensuite Processing, Open Framework. Sur la dernière édition, on invite Kyle MacDonald, Elliot Wood, Zachary Lieberman, les pontes de cette communauté qui la font vivre, qui la dynamisent, qui l'ont créée, et qui nous reprochent au fur et à mesure de la programmation de l'événement de ne pas avoir de femmes autour de la table, dans les ateliers, les workshops, les conférences, etc., même les performances ou les installations proposées. On leur dit, mais vous avez raison, on s'en est même pas rendu compte avant vous, mais vous avez raison, mais par contre, on n'en voit pas. Donnez-nous des pistes, quoi. Allez-y, donnez-nous des noms et on les invite. Et rien n'arrive de la part de ces personnes qui représentent le sujet qu'on voulait évoquer, et qui nous reprochent même de ne pas nous intéresser à la partie féminine de ce projet. Ça a été très houleux, les discussions. Ça a failli être annulé. On s'est bien pris la tête, en fait, leur expliquant que dans la structure dans laquelle on travaillait, il y avait quand même pas mal de femmes, donc c'était pas de notre fait une volonté de ne pas en avoir. On expliquait que dans les préinscriptions pour les ateliers, il y avait 40% de femmes, sur des ateliers qui habituellement tournent avec une très grande majorité d'hommes. On disait, voilà, il y a certainement un terrain propice à faire ça, à faire évoluer les choses, mais aidez-nous parce que là, on n'y arrive pas. Et tant qu'on n'a pas trouvé tout seul, et on n'a pas fini par en trouver à part 1 ou 2 intervenantes, ils ont vraiment menacé jusqu'au dernier moment d'annuler la manifestation. Alors ça nous a mis très en colère au début, parce qu'on estime que c'était une responsabilité très partagée, et qu'on n'était pour le coup pas les premiers responsables de ça, jusqu'à ce qu'on décide quand même par mener l'événement tant bien que mal, mais par se dire, bon, voilà, il y a un problème, mais alors il est très, très global, quoi. Et ça, le réflexe de Kyle MacDonald était de dire, il faut atteindre ce chiffre-là, et on était dans cette logique de quota et dans cette logique de discrimination positive qui nous hérisse le poil souvent dans ces discussions. Et tous les gens avec qui je discute disent, bah oui, on n'est pas pour les quotas, mais tant qu'on n'en pose pas, tant qu'il n'y a pas de l'action, ça n'avancera pas. Alors, peut-être, peut-être pas. Je crois qu'on est plusieurs ici à buter un peu sur les solutions à trouver ou à mettre en place pour ça. Il y a incontestablement des prises de conscience. C'est une lutte plus douce ou plus lente, plus souterraine. C'est vrai que je suis plus, mais c'est très personnel encore une fois, pour les combats durables, acharnés, mais de fond, et pas toujours visibles, que les combats le poing en l'air et avec, voilà, avec quelque chose de très très affirmé et très visible. Mais effectivement, les quotas, j'ai peur que ce soit... c'est comme les baisses, alors soit les baisses de subventions si les quotas ne sont pas atteints ou la parité n'est pas atteinte, ou alors les pénalités si on ne suit pas les recommandations qui ont été données un peu plus haut. Mais c'est de l'ordre de la punition. La punition, c'est la contrainte, et la contrainte, malheureusement, on peut aussi la contourner. Enfin, voilà. Pour plein de raisons, peut-être qu'on passera par les quotas, peut-être que ce sera nécessaire, mais c'est vraiment, je pense, pas la meilleure voie.
Les quotas, en effet, c'est un sujet qui peut prêter à controverse. Et pourtant, tu parles quand même de responsabilité et d'attention, et notamment dès le sujet de la création ou de l'accompagnement de jeunes artistes, par exemple, émergentes. Donc finalement, faire preuve de s'astreindre à une certaine hygiène dans sa relation à la place en fait des femmes sans en être contraint, c'est aussi une manière de garder sa liberté. Ouais, alors c'est pas si je m'oppose un peu à cette question de quota, c'est pas tant pour regarder une liberté à titre individuel ou structurel par rapport à la structure dans laquelle je travaille. C'est vraiment plus un état d'ouverture et de liberté dans la création en général. Mais le constat est alarmant sur la représentation des hommes et des femmes dans les écoles d'art, dans l'enseignement supérieur, et de ce qu'il en ressort derrière sur le marché de l'art, on va dire, au sens large. Il suffit de regarder les prix attribués, les projets qui arrivent dans les shortlists des commissions, les fonds, les différents commissariats aux programmations, les aides du CNC. Voilà, il y a pléthore d'exemples qui démontrent ce déséquilibre flagrant. Effectivement, c'est à tous les niveaux en fait que le problème est à résoudre, et notamment sur le champ de la création, absolument. Enfin, peut-être aussi, enfin, très probablement que trop peu de femmes encore sont présentes sur ce marché, faute de s'y sentir acceptées, tout simplement. Valérie, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Cédric, et notamment le fait pour les femmes artistes de se sentir un tant soit peu accueillies? C'est une vaste question. Oui, je pense qu'en tant que femme, pas seulement les femmes artistes, hein, même les femmes programmatrices, des fois c'est pas toujours très simple. Et on parle donc le milieu des centres d'art, c'est un milieu quand même qui est essentiellement féminin, mais les grands centres d'art, le Palais de Tokyo, c'est des hommes qui sont à la tête. Hein, alors le Palais de Tokyo, c'est une femme maintenant. Oui, c'est vrai que c'est Emma Lavigne. Depuis pas longtemps. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc ça change. Mais pendant très longtemps, c'est une succession de... par exemple, le jeu de paume, maintenant c'est un homme. C'était une femme, maintenant c'est un homme. C'est comme s'il y avait une sorte d'équilibre qui se jouait. Du coup, j'ai perdu le fil. Est-ce que... ouais, la présence des femmes dans les centres d'art, par rapport aux quotas. Après, il y a une perversion, c'est moi, il y a des artistes qui me demandent maintenant, mais est-ce que, enfin, c'est la question qu'elle pose, pas qu'à moi, est-ce que vous me programmez parce que je suis une femme? Donc il y a une sorte d'effet inverse qui se produit aussi, ou à trop, voilà, je pense qu'il y a l'idée des quotas, c'est vrai que il y a ce paradoxe où il faudrait voir plus de femmes, donc effectivement imposer quelque chose que ça ne se fait pas visiblement naturellement. Mais voilà, après, si c'est montrer des femmes pour montrer des femmes, enfin moi, ça me pose question. Enfin, c'est pas militant du tout pour le coup. On n'est pas là, on ne doit pas avoir une vision comptable des choses. Je pense on peut mettre en valeur, comment dire, une œuvre d'une femme dans une exposition et qu'il y ait moins d'artistes féminins dans cette exposition que d'hommes. Je pense que l'idée, c'est que le public va retenir peut-être cette œuvre-là et pas le fait qu'il y avait que deux femmes. Enfin, c'est très complexe. Hein. Ah oui, c'est très complexe. Alors, montrer des femmes pour montrer des femmes, peut-être que quand je vous passerai la parole tout à l'heure, il y a certains d'entre vous qui voudront réagir, mais en même temps, c'est intéressant que tu dises ça. Alors, se sentir accueillie quand on est une femme artiste, Emmanuel, évidemment que tu es probablement la mieux placée pour répondre à cette question si tu le souhaites. Et puis après, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ce que tu disais au tout début sur le fait que, en fait, c'est avant tout quand même une question politique.
Mais Oui, je crois que je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez l'un et l'autre. Je pense que oui, ce qui est essentiel, c'est de valoriser la qualité, quoi. Enfin, la qualité du travail. Et voilà, ça c'est et l'histoire. Voilà, c'est trois trucs: la qualité, l'histoire et le repérage. Est-ce que à mon tu peux avis, revenir trois- aussi sur ce que tu disais au début par rapport à la question que en fait, c'est avant tout politique, d'abord parce que on parle aussi de juridique, hein, ne serait-ce que par rapport au sujet des salaires, en effet, Oui, dans la très direction des grandes concrètement, c'est ça. institutions, la parité, et aussi finalement on est on est avant tout sur la question du pouvoir, de la prise de pouvoir et d'une certaine forme aussi de domination dans une pyramide qui existerait dans le secteur de l'art et de la culture. Oui, je pense que c'est cette question voilà, qu'on se pose aujourd'hui et qui est un peu une lapalissade, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle de cette question de la visibilité des artistes femmes. Enfin, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, en dehors de la question des questions de fond que tu es en train de nous poser et que tu soulèves, il y a quand même un truc basique qui est celle des droits, quoi. Donc il faut commencer par là et les faire respecter. Et les faire respecter. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc très très concret. Et vraiment, quand on regarde là, du coup, l'histoire, les luttes des minorités, ce qui est un truc très très particulier, parce que parler de minorité pour la présence féminine, c'est un non-sens en même temps. Mais il se trouve que les mouvements féministes se sont constitués, comme on l'évoquait tout à l'heure, en même temps que d'autres mouvements sociaux des minorités et politiques des minorités. Donc ça, voilà. Ceci étant dit, la question des droits et les faire respecter, donc ça, c'est vraiment le truc incontournable. Sur la question politique, il me semble que la question des femmes artistes fait écho d'une façon plus générale, après on pourra le développer, c'est une question complexe, mais à la question de la représentativité qu'on est en train de vivre à tous les endroits de la société actuellement. C'est-à-dire la mise en question de la valeur, de l'éthique et de la justification des pyramides. Et donc auxquelles, femmes et artistes femmes, nous nous trouvons confrontés. Voilà. Et il se trouve que là, je redis ça du point de vue de ma petite lorgnette, quand je parle de spécificité de la création féminine, parce que moi, je ne suis pas pour le tout pareil, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas tous pareils. Au contraire, préservons les différences de chacun. Et donc, on évoquait tout à l'heure ce que dit Léonore Amiano sur la souveraineté du féminin, qui ne veut pas dire qu'elle exclut la souveraineté du masculin. Oui, c'est ça. Mais simplement qu'elle la rappelle. Oui, voilà. Quand on rentre dans cette discussion, et je veux bien, si Valérie et Cédric, vous voulez aussi rebondir là-dessus, c'est que finalement, tout de suite, il y a l'inquiétude de quelque chose qui prendrait, et ça revient à la question politique et de la domination, qui prendrait le pas sur. Finalement, on est toujours dans une forme de crainte. Ancre évoquait un peu l'instrumentalisation que pourrait représenter le fait de vouloir privilégier les femmes. Donc finalement, on se met tout de suite dans une position de crainte que quelque chose soit perdu ou que quelque chose soit soustrait, ou que de toute façon, c'est une forme de domination qui se mettrait à l'œuvre immédiatement si on choisit d'avoir une attention particulière à la place des femmes, par exemple, qui est le sujet dont on parle cet après-midi. Ouais. En tout cas, ce qui est vraiment passionnant, c'est que cette question-là, voilà, elle fait écho à des problématiques qui sont brûlantes, qui sont d'ailleurs pas non plus résolues, mais qui sont en plein. Donc, je crois que c'est un débat. Voilà, c'est un débat évidemment sur la création, c'est un débat sur la place des femmes en général. Mais c'est avant tout un débat politique sur comment considérer, imaginer, se représenter, se figurer. Et là, je fais écho à des questions de création, comment les figurer, artistiquement, comment les figurer, autrement que de façon pyramidale, et notamment dans l'interconnexion, l'horizontale, et ce qu'on évoquait tout à l'heure, le multicentrisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de majeur qui est en train de se passer et qui fait qu'on s'interroge là aujourd'hui sur la place des femmes. C'est plus un seul centre, mais des centres. Et ça fait
évidemment, ça résonne avec la façon dont se recompose le monde, la planète aujourd'hui, quoi. Et vraiment, ce qui est passionnant dans cette question-là, c'est justement les interconnexions entre ces différentes problématiques, disciplines. Et je crois que si on veut, enfin ma conviction, c'est que si on veut travailler sur la place des artistes femmes, eh bien, il faut justement mettre en avant ces interconnexions et replacer cette question-là dans un débat plus large, qui est un débat philosophique, éthique et politique. Oui, parce qu'en fait, on est aussi dans une grande période de transition. C'est ça. Et la période de transition dans laquelle on est, toi, tu as même une forme de proposition, de solution. On en a évoqué quelques-unes, mais peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin sur des solutions pour résoudre ce problème, qui est que les artistes femmes pourraient, et là je te cite, créer des brèches et mettre en œuvre des actions diplomates. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des actions diplomates ? Alors, je vais revenir juste sur ce dont tu as parlé précédemment et qu'on a évoqué à certains moments, qui est la question de la transition. On a bien préparé cette table ronde, comme vous pouvez le voir. Qui est la question d'être en transition. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très passionnant. C'est une problématique que traite notamment, entre autres personnes, hein, pas que lui, mais Paul B. Preciado, notamment dans son dernier bouquin, sur cette période dans laquelle nous sommes, qui est, évidemment, c'est à l'image de sa propre transition sexuelle, non pas identitaire, puisque c'est un mot qui réfute, mais sexuelle, et sur la question donc du genre que tu as évoqué tout à l'heure. Donc ça, je trouve, c'est un truc vraiment important, c'est qu'on est en transition, quoi. Sur la question des diplomates, alors ça, puisque je vais piquer les idées à tout le monde. Donc là, je me suis inspirée d'un autre auteur, un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, dans son avant-dernier bouquin qui s'appelle Les diplomates. Donc lui, c'est un philosophe éthologue, donc qui s'intéresse aux vivants et en particulier au monde animal, ce qui est ma marotte, et en particulier au loup. Voilà. Et c'est un prétexte à une réflexion politique autour de deux questions qui sont celles de la question de la différence et du sauvage, en fait. Comment est-ce que nos sociétés évoluées se retrouvant en relation au sauvage, et qu'est-ce que ça veut dire le sauvage, comment est-ce qu'elles se définissent et qu'elles arrivent à sortir d'une position, et là on revient sur les problématiques des artistes féminines, ethnocentrées, de telle façon à avoir la possibilité de retrouver un dialogue. Donc lui, il propose ce concept du diplomate. Diplomate étymologiquement, ça veut dire plier en deux, quoi. Donc être être à l'articulation d'eux, et qui est une position qui n'est pas une position d'empathie romantique où je suis sentimentalement émue par le différent, qui est encore une façon de stigmatiser, mais au contraire une possibilité de trouver d'autres langages, c'est-à-dire d'être plutôt du côté de la traduction, mais non pas une traduction véridique, quoi, mais c'est d'aller vers la langue de l'autre, quoi, la langue du différent. Voilà. Et donc je me disais qu'effectivement, en tant qu'artiste femme, c'est vrai que je trouve que c'est une position passionnante. Donc, en dehors du fait d'être plié en deux, c'est pas toujours très confortable. Mais par contre, d'avoir cette position de diplomate, donc lui, il va plus loin, c'est-à-dire, il appelle ça des diplomates garous, donc il fait toute une histoire aussi des diplomates garous, et dans lequel d'ailleurs il y a beaucoup d'hommes, plus que de femmes, et que la position de l'artiste femme, et des femmes en général, et pas que des femmes d'ailleurs, pour être celle de reconsidérer les possibilités du langage. Alors, cette question justement du langage, elle est très intéressante. Ça permet aussi de rebondir sur les stéréotypes dans lesquels peut-être que nous sommes enfermés. Valérie, quel serait selon toi un des moyens justement d'arriver à déconstruire un peu les stéréotypes dans lesquels on reste encore beaucoup enfermé aujourd'hui?
Le travail, je pense que l'art, de toute façon, je vais dire une banalité, mais pour moi, l'art est vraiment là pour nous faire bousculer nos conventions, nous ouvrir vers d'autres choses. Et là, ce qui m'intéresse dans le travail de certaines artistes femmes féministes, c'est justement ça, c'est de décentrer les choses. Et il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Tabitha Rezer, qui commence à être pas mal connue maintenant, qui est une femme noire. Donc, dans Premium Connect, une de ses vidéos, elle déconstruit vraiment notre façon de voir aussi l'informatique du point de vue eurocentré. Et elle montre qu'il y a une population africaine qui, depuis longtemps, pensait en code binaire. Voilà, c'est vraiment ce que j'attends. Tout simplement, c'est ce que j'attends des œuvres d'art, du travail des artistes, c'est de nous emmener ailleurs et que actuellement ce soit les femmes qui soient sur le devant de la scène. Je trouve que c'est bien parce qu'on prend conscience. Voilà, moi, je suis une femme de 50 ans et avant, j'avais pas du tout. J'ai jamais eu j'ai joué au foot, j'ai jamais eu de problème, comment dire, de genre par rapport. Et je me suis jamais posé de questions. Mais là, je me rends compte qu'effectivement, quelque part, il y a une histoire qu'on nous a volée. Et je trouve ça salutaire que des artistes le mettent de façon artistique. C'est un peu voilà, que ce soit visible maintenant. Mais pour nous faire réfléchir, il y a d'autres lignes à bouger. Il n'y a pas que dans les minorités minorisées, il n'y a pas que les femmes. Mais il faut que ça commence. Voilà, moi, je trouve ça important pour moi, en tout cas, en tant que responsable d'une structure de création et diffusion, c'est primordial. Cédric, avant de passer la parole dans la salle pour qu'on puisse discuter aussi avec vous, donc est-ce que par rapport au vol dont on parlait Valérie, et contrairement à ce que tu dis, ne pas affirmer ne pas affirmer un choix de parité, est-ce que ce ne serait pas une manière aussi de faire quand même avancer les choses, voire de réparer d'une certaine manière ce vol? Quand je disais, juste pour bien corriger le sens de ma pensée, peu importe tout à l'heure, c'était pour dire que ce genre de débat, dans l'idéal, ne devrait pas avoir lieu. Enfin, on ne devrait pas se poser ces questions-là. Et si on se les pose, c'est bien qu'il y a un problème. Effectivement, déjà, c'est ne pas cristalliser les choses aussi. Et ça, sur tout le sujet des minorités, c'est vraiment le danger dans lequel on tombe très très vite. Et c'est effectivement peut-être ne pas avoir à se pencher ou ne pas se pencher sur le genre, tout en l'ayant quand même bien en tête, parce que sinon on voit bien que ça n'avance pas. Je me suis souvent demandé ce que donnerait, j'ai deux idées en tête, ce que donnerait un commissariat fait par un homme uniquement avec des artistes femmes, ou l'inverse, un commissariat fait par une femme entièrement d'artistes hommes. Il faudra à quel point, à un moment, on est campé sur des préconçus ou des préjugés, et qu'est-ce qu'on en ressortirait, et qu'est-ce qu'on devinerait à travers ça. Ou alors une exposition uniquement de femmes, mais dont on ne dit pas quel est le genre des artistes. Parce que la première, c'est toi qui l'as dit, je crois, la première question, c'est la question de la qualité artistique de l'œuvre. Voilà, de sa pertinence, de sa cohérence, de son questionnement. C'est quand même souvent après qu'on s'interroge ou pas sur le genre de l'artiste. Alors, je sais pas, il se trouve que l'artiste, on peut dire un ou une artiste, ça change pas le nom, le mot. Mais c'est ça le point de départ. Donc c'est très important de se poser la question, et peut-être qu'il faut... moi, je pense qu'il ne faut pas en faire... voilà. Autant je lutte contre les quotas, et autant on lutte aussi contre cette espèce d'étendard de fierté qu'on pourrait ressortir d'un quota ou d'une parité ou d'un chiffre extraordinaire d'une représentation de femmes dans un festival. Ça ne doit pas être un argument de vente ou de promotion, absolument pas. Emmanuel, tout ce qui compte, c'est la qualité artistique de l'œuvre, et puis après, en effet, on va passer le micro dans la salle. Tout ce qui compte, c'est la qualité artistique de l'œuvre, c'est une parole d'homme. Oui, bien sûr. Merci. Ouais. Mais tu sais, la bonne nouvelle en fait avec les constructions et toutes les structures, c'est que justement on peut les déconstruire. Donc ça c'est c'est essentiel. Et je voulais dire aussi que je pense que la responsabilité du public aussi est importante, et que voilà, il faut se manifester. Vas-y, tu peux répondre à cette attaque en règle que tu viens de
subir. Non, c'est pas du tout, c'est juste rajouter, non, alors j'assume complètement, mais juste rajouter que une des recommandations du Haut Comité à l'égalité sur la place des femmes dans les milieux professionnels que sont les dirigeants, les directeurs de structures, les programmateurs, etc., c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément imposer, ou c'est peut-être pas souhaitable d'imposer qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Par contre, dans les recrutements, dans la shortlist qui est effectuée, on impose une parité. Et après, on décide du meilleur ou de la meilleure candidate. Et en fait, il y a quelque chose là-dedans que je trouve intéressant de se dire, voilà, il faut que les chances soient égales. Alors c'est un peu facile à dire, mais il faut que les chances soient égales. Et après, effectivement, on décide. Et si tant est qu'on puisse décider sans avoir connaissance du sexe, ce qui est peu probable, mais ce serait sans doute encore mieux. Et finalement, il y a cette notion-là dans le fait d'avoir des implications à plein de niveaux, dans le champ de l'enseignement, dans le champ de la création, dans le champ des commissariats, dans le champ des financements. Il y a une idée intéressante quand même à se dire, bon, bah, voilà, il en faut autant pour tout le monde. Maintenant, je m'interroge quand même si, dans une shortlist de recrutement d'un directeur d'une salle nationale, s'il n'y a que des femmes qui sont intéressantes dans la shortlist et qu'on dit qu'il faut arriver à la parité avec des hommes et qu'il faut repêcher 2 ou 3 gars qui n'ont pas été brillants, ça va, moi le premier, me paraître aberrant. Bon. Mais, je ne sais pas s'il n'y a pas... Je sais pas... Et pourquoi Ça... pas? Parce qu'elles n'osent pas. Mais... Non, mais pourquoi pas? Enfin... Mais en tout cas, c'est une voie, c'est une piste qui est peut-être un entre-deux. Non, mais cette recommandation du Haut Comité est un entre-deux du quota. Je crois qu'il y a une municipalité qui a été condamnée. Alors, oui, ce que je vous propose, c'est de faire passer en fait un micro dans la salle. C'est carrément Emmanuel qui se lève. Est-ce que quelqu'un est dans un désir de là, vous avez compris, hein, on était dans l'idée d'être dans un moment collectif pendant lequel on était quasiment que dans des questions, des interrogations, voire même peut-être des incohérences aussi entre des choses qu'on pense et des choses qu'on fait, ce qui rend la vie aussi intéressante. Et donc, si vous avez le souhait et l'envie d'intervenir, je vous en prie. Merci Emmanuel. Moi, je voudrais commencer par une blague. Est-ce qu'on peut dire que dans chaque homme, ça met une femme, du coup, ça marche. Ça a fait un coup de parité un peu comme ça, non? Non, on peut ça pas. Marche pas. Okay. Non, moi je trouvais qu'il y avait une question qui était intéressante que posait Cédric. En fait, dans une réponse, il posait une question, c'est de dire est-ce qu'on s'interroge jamais, en effet, sur le genre d'une œuvre? Moi, j'ai rarement eu tendance, en tant que curateur ou en tant que critique, en tant que journaliste, à me dire ah tiens, mais c'est qui a fait ça? Ou alors, ça veut dire aussi qu'à un certain moment, on se dit oh là là, c'est une femme qui a fait ça, incroyable. Enfin, genre une espèce de truc complètement incohérent. Une fois, dans un musée, je crois que c'était à Besançon, il y a la naissance du monde de Courbet, et je voyais des lycéennes qui disaient « Non mais ça, clairement, c'est une femme qui a fait ce tableau. » quoi. Ah oui. Enfin, voilà, il y a plein de questions comme ça qui sont étonnantes, dont revenons à ce que je voulais... Enfin, la question que est-ce qu'on se pose jamais, en fait, la question du genre d'une œuvre? Est-ce que vous, parmi vous, quand vous voyez une œuvre, vous vous dites est-ce que c'est un homme ou une femme qui est... voilà. J'ai trouvé ça intéressant. Alors voilà, c'est... Est-ce qu'il y a un de vous qui veut répondre, Valérie, Cédric et Emmanuel? Parce que je ne sais pas si finalement le sujet n'est pas tant le genre de l'œuvre, quoique je suppose qu'il y a des études qui ont été écrites, mais c'est la question de la place des œuvres réalisées par des femmes dans une programmation de quelque discipline que ce soit. Le sujet, en fait, il est là, il n'est pas là. C'est pas sur l'œuvre, c'est sur la proposition et la représentation qui est faite dans quelque chose de collectif. Juste pour faire écho, oui, je pense que à ce que tu dis, Céline, et me concernant, je pense que je pense que voilà, mon expérience doit rejoindre beaucoup d'entre vous. La première des choses qui se passe, on prend une expo par exemple, c'est le fait d'être emporté ou pas par quelque chose, une expérience que tu vis ou une œuvre que tu regardes, etc. C'est ou interroger, ou déplacer, ou déranger, en tout cas. C'est la première des choses. Effectivement, moi, en tant qu'artiste femme, je regarde aussi ensuite si c'est un homme ou une femme, oui, bien sûr.
Maxence ? Merci pour cette table ronde. Moi, il y a quelque chose qui me choque un peu dans cette idée un peu désincarnée de l'appréciation du talent et de ce qui fait bonne œuvre ou mauvaise œuvre. Parce qu'il me semble quand même qu'on juge, homme ou femme, à l'aune de ce que l'on a appris, de ce que l'on a vu, de comment on a été élevé, à quoi on a été confronté. Or, les hommes ont dominé les espaces artistiques et en tous les cas, même si les femmes ont toujours existé, d'ailleurs vous avez parlé un moment d'histoire toujours oubliée, des études qui montrent que tous les 40 à 50 ans, les femmes artistes disparaissent des archives. Donc en fait, on a toujours l'impression de recommencer avec des pionnières, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin bref, donc en fait, ça forge le regard de tout le monde. On a juste, tout le monde, l'habitude de voir quasiment exclusivement des œuvres d'hommes. Et donc, on ne peut pas penser que nos critères d'appréciation artistique soient dénués de l'impact de ce fait. Donc, de dire qu'il y aurait une espèce de qualité absolue de l'œuvre et qu'on s'en fout que si c'est une super œuvre de femme, enfin voilà, c'est évidemment que... Sauf qu'en fait, on n'interroge jamais nos critères d'appréciation, première chose. Deuxième chose, ça laisserait à penser que donc... Si on pense que, en faisant pas attention aux œuvres, si c'est des œuvres de femmes ou des œuvres d'hommes, et que dans les faits, il n'y a que des œuvres d'hommes, ça voudrait donc dire qu'il n'y a pas de femmes talentueuses. Ça voudrait dire quoi? Que le talent, c'est génétique. On a quand même plus de la moitié des femmes dans les écoles d'art. Il y a une majorité de femmes aujourd'hui. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'elles perdent leur talent à la sortie une fois qu'elles ont leur diplôme. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses qui viennent interférer avec le parcours de professionnalisation des femmes artistes. Alors évidemment, là je vais sur mon deuxième sujet, les quotas. Ça fait plaisir à personne, à commencer pas aux femmes. C'est pas drôle d'imaginer être une femme quota. Mais aujourd'hui, qui remettrait en cause la question, enfin les quotas en politique, peut-être certains en même temps. Moi, je suis prête à accepter l'idée que pendant quelques années, ça fait des femmes promues hyper vite, propulsées rapidement, alors qu'elles n'ont pas eu les moyens de production à l'émergence et tout ça qui leur aurait permis de travailler leur art et de de produire un travail à la hauteur de ce que les hommes artistes produisent aujourd'hui. Je suis prête à accepter qu'il y ait un certain nombre de femmes dont on jugerait le travail dérangeant, pas à la hauteur, parce que je suis quasiment persuadée qu'au bout de quelques années, ce ne serait plus un sujet. Parce que les quotas, c'est certes une contrainte, mais c'est aussi un champ de liberté énorme. Ça veut dire, si vous êtes soumis aux quotas, comment vous allez faire, toute la filière, pour organiser les choses de telle façon que, in fine, quand on aura 50% d'hommes et 50% de femmes, on sera bien incapable de juger d'une différence de qualité entre les deux. Après, ça, c'est la responsabilité de toute une filière. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai pris longtemps la parole. Non, mais je pense qu'on partage plutôt votre point de vue. Et je vais juste vous citer cette citation que j'ai en tête, que j'ai relue en parcourant rapidement ce fameux rapport du Haut Comité à l'égalité. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas génie, on le devient ». Donc voilà, je pense qu'elle répond partiellement, ou elle abonde, ou vous abondez sur cette idée-là. Sur le sujet des écoles d'art, madame, que vous évoquez, c'est en effet un sujet qu'on s'est posé en préparant cette table ronde et ça représente en effet la question de la disparition des femmes de la façon la plus saisissante avec 80% de jeunes femmes inscrites au début des écoles d'art et puis à l'arrivée dans les expositions d'art contemporain, on ne retrouve pas 80% d'artistes femmes qui sont représentées. En effet, c'est une des situations les plus saisissantes. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans des écoles d'art dans la salle qui auraient un point de vue par rapport à ce sujet, mais c'est vrai que ça nous a étonnés. Franck, tu voulais poser une question? Ok. Qu'est-ce que tu es galant? Non, je déconne.
On vous écoute. Pour répondre justement à cette question sur les écoles d'art, moi j'ai fait une étude pour le ministère de la Culture sur les écoles supérieures nationales d'art. Et en fait, pendant les études, il y a à peu près 70% de femmes, de jeunes filles qui sont inscrites, qui peuvent éventuellement aller jusqu'au bout, mais à la sortie, les 30% d'hommes qui vont aussi, donc qui sont aussi dans les écoles d'art, récupèrent les bourses, les postes, et finalement, ça devient 70% pour les hommes et 30% pour les femmes. Donc, en fait, ça crée tout un mouvement que les femmes d'elles-mêmes ne vont pas postuler, se retirent et essayent de se débrouiller d'une autre façon, étant donné qu'elles ne sont même pas admises dans ce genre de contexte. Et donc, il y a des méthodes qui essayent de réparer ça, mais à la base, je pense qu'il y a aussi une attitude des femmes qui, en fonction de leur éducation, en fonction de leur représentation, ne se mettent pas dans le même combat compétitif que les hommes. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, je pense qu'elles ont beaucoup de talent. Et il y en a aujourd'hui qui ont autant de talent que les hommes. Et il y en a beaucoup, à 50%, on va dire, pour ne pas parler de la parité. Mais d'emblée, on considère qu'elles n'en ont pas. Même, vous l'avez dit, un tout petit peu. Et c'est pour ça que finalement, on génère une façon de faire, hein, que ce soit les hommes, bien sûr, parce qu'en plus, ils ont et le pouvoir et la responsabilité. Donc, ils choisissent plutôt des hommes parce qu'ils sont plus à l'aise. Mais les femmes ne se mettent pas non plus dans le combat, qui finalement est un combat un peu structuré par les hommes. Voilà. Donc, je voulais un petit peu dire ça, et notamment par rapport aux écoles d'art, hein, où c'est un scandale. Et du coup, les femmes, elles doivent s'occuper de la maison, des enfants et tout. Et puis progressivement, elles n'ont plus leur espace de création, parce que les hommes les ont. Elles ont perdu leur espace de création et elles font autre chose. Voilà. Ça montre bien qu'il y a une urgence à faire bouger toutes ces lignes. Parce que là, ce qui est juste dénoncé, c'est une sorte de patriarcat. Enfin, voilà, quand je disais qu'on nous a volé notre histoire, on est vraiment conditionné par ces politiques et par je ne sais pas combien d'années, centaines d'années de patriarcat. Voilà. J'ai pris le micro, mais vous vouliez prendre le micro ? Je vous le donne après. Non, je voulais juste intervenir sur les solutions. C'est vrai qu'on n'en a pas à l'heure actuelle. La première chose, c'est peut-être d'observer les choses. Cédric, on a lu le même document, ce fameux rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui est vraiment, enfin moi jusqu'à il y a quelques années, je ne pensais pas qu'il y avait de sujet sur cette question de l'égalité femmes-hommes dans la culture. Je pense que tout le monde se serait dit, bah si, bien sûr, l'égalité femmes-hommes dans la culture, pas de problème. Enfin, et quand on observe juste comme ça, tranquillement, les chiffres, enfin, c'est vrai que c'est totalement effarant. Après, la question des quotas, tu disais qu'il n'y avait pas les quotas qui étaient dans le rapport, mais c'est une des préconisations, hein, l'égaconditionnalité, comme il y a pu avoir l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire que l'égalité soit une des conditions pour attribuer des subventions, et notamment donc cette question d'égalité des genres. Donc je ne sais pas si c'est la bonne solution ou pas. En tout cas, voilà, juste d'observer déjà objectivement les données, ça peut à un moment donné que faire prendre conscience qu'il y a un sujet, un problème, une question, et puis après il y a des mesures à prendre forcément parce que ça a été dit, en ne donnant la parole qu'à des hommes, ça change, enfin ça donne pas le même regard sur le monde, que les jeunes femmes, les jeunes filles ne se représentent pas, ne se sentent pas forcément autorisées à s'exprimer artistiquement puisque personne d'autres femmes ne l'ont pas fait ou n'ont pas été rendues visibles, etc., etc. Je précise juste que ce rapport qui a été remis à la ministre de la Culture en 2018 fait état de chiffres assez éloquents et alarmants sur la situation, qui étaient déjà constatés dans un rapport 10 ans avant. Et les chiffres n'ont pas bougé. Donc, d'où la nécessité de prendre des mesures. Il y a nécessité d'avoir des solutions. Mais voilà. Bah oui, non, c'était pas une question, c'était pour rebondir sur ce que dit Cédric. Ce rapport, c'est le rapport de Rennes Pratt,
qui date de 2006, qui a été réévalué ensuite 10 ans après, et qui fait état de chiffres. C'est pour ça qu'à un moment, quand on discute, j'entends bien toutes les positions de chacun, et c'est un sujet qui est très très compliqué, mais il n'empêche que 89% des lieux culturels en France ont été et sont toujours dirigés par des hommes blancs de 50 ans. C'est pour ça que, une fois qu'on a dit ça, mais oui, c'est pour ça que moi je me suis posé cette question-là. C'est-à-dire que quand tu te poses la question en tant qu'homme blanc et que tu fais partie du quota des 89%, tu ne peux. Alors après, tu as deux façons de le voir. Moi, je l'ai vécu comme une baffe, parce que tu ne peux pas faire autrement que de dire il y a quand même un petit problème. Et à partir du moment où on fait ce pas de côté, et là, nous, on le fait depuis 6 ans maintenant, donc c'est quand même assez récent, mais on voit que ce chemin, il est compliqué. On entend toujours les mêmes réponses à des questions. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des moments où on a envie de bondir, mais en même temps, chacun fait son chemin à son rythme. Mais moi, la position que j'ai prise, c'est de parler beaucoup avec les hommes, pour arriver à faire changer aussi, ou avec les directeurs, les fameux hommes blancs de 50 ans, qui vont nous dire encore que « mais je suis contre les quotas ». Mais des quotas, on en a déjà plein, en fait. On est obligé de faire du rap, du jazz. Enfin, moi, je dirige une salle de musique actuelle. Donc, je vois bien, en fait, on a déjà des pourcentages à respecter. Pour moi, l'histoire de la place des femmes dans les lieux, elle commence à exister quand tu comptes. Alors, quota ou pas quota, on s'en fout. S'ils sont imposés, moi, je n'appelle pas ça quota, j'appelle ça parité. Il y a plus de femmes dans le monde que d'hommes, donc logiquement, il devrait y avoir autant de femmes musiciennes que d'hommes musiciens, de techniciens, techniciennes, artistes. Enfin, on peut prendre tous les pans de la culture, ce qui, à chaque fois, ressort, que ça soit sur Avignon, que ça soit sur l'art numérique, que ça soit en musique, c'est qu'on se retrouve avec 80% de bonhommes, quoi. Donc, il faut compter. Et je pense que c'est le sens de ce que dit l'État, de dire il faut compter. Compter. Si vous ne comptez pas, nous, par exemple, on a compté, nous, pour le Tetris, et on peut le regarder aussi, sur notre salle de spectacle, sur 120 concerts, on doit arriver à, bon an, mal an, 30% de femmes, et encore, on a triché. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on dit, ça dépend comment on compte. Bon, alors là, c'est un sujet qui est très, très vaste. Mais c'est pour ça que c'est une question qui est effectivement très compliquée par rapport à que deviennent les femmes. Dans toutes les écoles de musique, c'est simple, il y a 70% ou 73% de femmes qui apprennent un instrument, le chant, etc. Au final, on va retrouver que des hommes dans la musique. Donc forcément qu'on peut se demander ce qui s'est passé entre les deux. Et je pense que c'est valable pour tout. Et puis la dernière chose, compter, ok, et puis puisqu'on veut être comptable de certaines choses, bah on va aussi compter l'argent, tiens, pendant qu'on y est, parce qu'effectivement, les femmes qui font, alors pour le théâtre, parce que je suis pour le coup j'avais fait plus attention à ça, mais je pense que c'est pareil pour la musique, une femme qui va faire une création théâtrale, elle aura 30% de moins de sous qu'un homme. Voilà, c'est des chiffres, et ça c'est obligé que des chiffres puissent parler. Puis pour finir, la dernière chose, c'est on parlait de l'autocensure. Quand on dit il faut que les shortlists soient paritaires, l'office de diffusion en région, en Normandie, change de directeur, un homme, 70 ans ou 65 ans, qui part à la retraite. La shortlist n'est pas paritaire. On voit une shortlist masculine, blanche, de peu près, un petit peu plus, 50-60 ans. Le président de l'association, qui lui est convaincu, dit non, c'est plus possible. Mais ça, c'était il y a déjà 10-15 ans. Il dit c'est pas possible, il faut que ça soit paritaire, il faut que la shortlist le soit. On fait une shortlist, et là on s'aperçoit que des femmes se disent, alors premièrement, des femmes se disent, c'est vrai, pourquoi je suis conne, pourquoi j'ai pas postulé en fait? Donc le mec il dit il faut que ça soit paritaire, ça veut dire que je vais arriver dans une structure où je suis quand même, c'est 50-50 en fait, donc il y a des femmes qui ont postulé. Aussitôt, et une femme a été prise. Résultat, qu'ont dit les hommes? Ah ouais, non mais là, bah oui, forcément, ils ont pris une femme parce que c'est une femme. Ouais, mais là, mec, ça va être compliqué, là, parce que si tu commences à dire ça devant d'autres personnes, ça veut dire que tu dis que cette femme-là est incompétente. Et donc, ça a posé quand même pas mal de problèmes. Les problèmes se résolvent au fur et à mesure. Il faut du temps. Je pense que c'est très, très compliqué, très long. Mais voilà, moi, je trouve que c'est bien d'en discuter. Moi, c'était la question de la
Mais comme ça s'est fait aux États-Unis avec le quota ratio, et ça se fait encore, au fur et à mesure, la situation s'est améliorée sans être réglée pour autant, mais c'est quand même quelque chose qui a contribué à faire évoluer la situation. Excusez-moi, Bonjour, merci pour vos interventions. Qu'en est-il du coup à la suite de ces rapports, par exemple du Haut Conseil à l'égalité? Moi, je connais mal le domaine des arts numériques, mais est-ce que justement il y a des initiatives en cours pour qu'il y ait des interventions de prise de conscience dans tous les domaines, tant dans les écoles d'art que par la suite au niveau des formations de ceux qui vont devenir programmateurs? Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais des sensibilisations de non seulement cette problématique d'auto-limitation et du fait qu'il y ait des problèmes structurels, historiques et autres. Est-ce que c'est des choses qui existent déjà ou qui sont émergents ou pas du tout? Il y a des évolutions très très lentes, mais il y en a, je peux citer deux exemples. Enfin, la DRAC Pays de la Loire, j'imagine que c'est toutes les DRAC en France, nous demande depuis peu de rendre des bilans qui font état de la représentation des femmes et des hommes, toutes disciplines ou horizons artistiques confondus. Et comme les DRAC l'avaient fait il y a 20 ans ou 15 ans dans les scènes de musique actuelles, en demandant les chiffres concernant les artistes français, et puis un peu plus tard les artistes non anglophones qui dominaient quand même souvent dans ces programmations de lieux. Donc voilà, c'est pas encore une fois la meilleure des solutions de mon point de vue, mais c'est quelque chose qui ne peut quand même que contribuer à des prises de conscience, parce que derrière ça, on pressent tout un tas de choses que nous redoutons un petit peu, mais bon, voilà, qui sont des solutions, bonnes ou mauvaises. Et puis dans des commissions, quand même, il y a pas mal de commissions, enfin, tu pourrais en parler, parce que tu en diriges une au sein de ton lieu et de ton festival chronique, des commissions qui se forcent, c'est pas le mot, mais qui ont une attention soutenue à ce que les projets reçus et sélectionnés aient en tête cette idée, cette démarche, cette envie, même tout simplement, de voir arriver plus de projets, je ne sais pas si c'est une parité, mais plus de projets avec des artistes femmes. En tout cas, c'est sûr que est-ce qu'il y a une volonté politique mise en œuvre concrètement pour faire évoluer ces structures de façon à rééquilibrer un peu? Alors, on parlait des écoles d'art, mais pas que. Il y a en effet il y a des attendus institutionnels qui passent par oui, rendez-nous des chiffres, etc. Après, dans les faits, sur le terrain, c'est quand même laissé à l'appréciation des directeurs d'écoles d'art. Et il n'y a pas, par exemple, sur ce sujet-là, il n'y a pas un directeur d'école d'art qui a mis en place aujourd'hui une politique offensive sur essayer de comprendre et pallier la désertion des jeunes femmes au fur et à mesure de leurs études. Donc, en fait, il me semble, et là, je vais me permettre peut-être un mot de conclusion, si vous en êtes d'accord, parce que je crois qu'on est arrivé au moment de la fin de la table ronde. C'est vrai qu'on a essayé, avec ce sujet, où sont les femmes, la place des femmes dans l'art numérique, de rester sur une approche sensible et à travers, en fait, les points de vue. Après, je pense quand même que c'est un sujet, et ça rejoint ce que tu disais, Emmanuel, sur la question du décentrage, de la pluralité des centres, et puis finalement de la représentation de la diversité, pour employer une expression communément admise par tout le monde. C'est une responsabilité qui nous appartient en fait à chacun d'entre nous, et ne serait-ce que quoi que ce soit qu'on fasse, avoir toujours une attention particulière à ce que chacun puisse être représenté et sortir justement de ce dont vous parliez, Madame, et toi aussi, Franck, en creux, c'est-à-dire cette espèce de pensée dominante. Cette responsabilité, elle nous appartient tous, c'est une responsabilité individuelle, et puis qu'il faut peut-être aussi faire valoir collectivement, d'où l'intérêt d'avoir ces temps de discussion, même si c'est 1h30 dans une après-midi ensoleillée,
à Nantes. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre écoute assez intense. Évidemment, merci à Valérie, Emmanuel et Cédric d'avoir partagé leur point de vue et leurs réflexions. Et je vous souhaite une bonne continuation. J'ai vu qu'il y avait Adrien qui était là à un moment ou à un autre, qui anime la table ronde suivante. Donc vous avez une petite vingtaine de minutes pour boire un coup, aller aux toilettes et puis revenir vite pour écouter la prochaine table ronde. Et bonne suite du festival.